Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h. Merci d'être au rendez-vous pour un nouveau journal. Voici tout de suite les titres de ce mercredi 20 avril. Ils représentent moins de 10% des secours réalisés en Haute-Savoie chaque été. Les parapentistes sont pour la plupart formés aux incidents de vol. Ils acquièrent ces techniques au cours de stages CIV. Explication à suivre. Et puis, Petit Carré deviendra Cube. C'est le nom de l'une des expositions de la Turbine Science à Annecy. Le Centre de culture scientifique, technique et industrielle propose en parallèle un panel d'ateliers pour occuper petits et grands pendant ces vacances de Pâques. Si vous vous trouvez sur les bords du lac d'Annecy, vous avez peut-être remarqué de nombreux parapentistes s'adonnant à quelques figures au-dessus de l'eau, certains allant même jusqu'à terminer leur vol dans le lac. Pas de panique, la saison des stages CIV est lancée. Ces séances de simulation d'incidents de vol font partie de la formation, un apprentissage qui pousse les pilotes à sortir de leur zone de confort. Vous allez le voir dans ce reportage d'Emmanuel Jaude. Considéré comme l'un des plus beaux sites d'Europe, le décollage du col de la Forclaz attire chaque année des dizaines de milliers de parapentistes. Depuis mi-avril et jusqu'au mois de juillet, le secteur est notamment occupé par de nombreuses écoles et leurs élèves, pour la plupart inscrits à des stages d'incidents en vol. Le but, se mettre en situation de difficulté afin de savoir comment réagir. Tant qu'on vole dans des conditions très calmes, il n'y a pas de raison d'être déséquilibré. Par contre, dès qu'on va arriver dans des conditions dans lesquelles on va rencontrer des ascendances thermiques ou quelques turbulences, on peut être déséquilibré. Donc on apprend simplement à travers des exercices de déséquilibre à rééquilibrer les pilotes, juste leur donner des outils pour savoir se rééquilibrer un peu plus efficacement que juste attendre que Dieu veuille bien faire le travail. Si tous les stagiaires sont déjà des pilotes confirmés, cette mise en situation permet donc de mieux savoir gérer sa voile et comment réagir en cas d'imprévu. Des aptitudes essentielles qui concernent tous les parapentistes, quelle que soit leur pratique ou leurs ambitions. Je voulais apprendre vraiment à piloter ma voile, à savoir comment sortir de situations désirables, une fermeture, quelque chose comme ça, puis piloter en sécurité et peut-être après démarrer de l'accro. C'est vachement rassurant dehors. Et puis du coup, on ose plus faire face aux commandes et puis on comprend mieux la voile, comment elle fonctionne. Et aussi qu'on peut voler sans toute la voile ouverte, sans problème. Le but, c'est vraiment d'aller en montagne. Et vu que c'est un milieu un petit peu plein de surprises météorologiquement parlant, d'être capable de à la fois les anticiper en étudiant la météorologie, mais aussi en vol, des fois, on se fait surprendre, un petit mauvais choix, s'en sortir. Et donc être capable justement de manipuler sa voile et de la connaître, parce qu'au bout d'un an, on ne la connaît pas par cœur. Et pour cela, quoi de plus parlant que de tenter de fermer sa voile et de comprendre comment la rouvrir. Un apprentissage qui peut paraître effrayant, mais duquel découle l'aisance nécessaire pour voler dans toutes les conditions. De la sérénité, je pense que c'est ce qui est essentiel en vol, parce que ça génère quand même beaucoup de stress dans les turbulences. Et puis je fais ça avec mon fils, et c'est important aussi de lui transmettre l'envie de faire avec précision et dans la sécurité. Parce que quand on est jeune, on a un peu de tête brûlée, donc c'est important de se confronter un peu aux éléments en milieu sécurisé avant de se lancer tout seul à faire n'importe quoi sur un décollage. Une responsabilisation des pratiquants qui représente l'essence même du vol libre. En effet, en France, il suffit de pas grand-chose pour se mettre à la discipline, ce stage étant juste recommandé par la fédération. C'est pas du tout obligatoire. Dans la formation de pilote, c'est même pas obligatoire de passer par une école. On peut aller acheter un parapente juste si on est licencié ou assuré, au moins avec une responsabilité civile. Donc il n'y a aucune obligation sur le parapente. Derrière, par contre, c'est au niveau de la sécurité personnelle, c'est bien de savoir dans quoi on s'engage. C'est comme un skieur en hors-piste. Quand on s'engage en hors-piste, il faut savoir la condition de neige, le ski, tout ça, il faut savoir un petit peu la sécurité. Et là, nous, vraiment, on va travailler là-dessus. C'est un petit peu comme un stage de conduite sur glace en voiture. On apprend tout ce qu'on ne maîtrise pas tous les jours, qu'on ne peut pas expérimenter dans son coin tout seul. Un apprentissage en autogestion qui fait aussi le succès de la discipline. En effet, en pleine saison, on dénombre jusqu'à 2000 décollages par jour sur le seul site de la Forclaz. Dans l'actualité également, dernière ligne droite pour les candidats à l'élection présidentielle. La tension monte dans les deux camps alors que Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont rendez-vous dans quelques heures pour un débat très attendu sur le terrain. Les militants sont à pied d'œuvre eux aussi. Ils multiplient les traditionnelles distributions de tracts. Sébastien Germain a suivi ce mercredi matin une équipe du Rassemblement national sur le marché à Aix-les-Bains. Reportage. Aix-les-Bains ce mercredi matin.
Comme tous les jours de marché depuis de longues semaines, une dizaine de militants et de sympathisants du Rassemblement national arpentent les allées du marché municipal, prospectus à la main. Et à seulement 4 jours du deuxième tour de l'élection présidentielle, cette opération de tractage est un passage quasi obligé. Bonjour messieurs, dames, pour les élections présidentielles, sans lui avec Marine. Merci. Vous en voulez un? Lui avec Marine. Non, moi c'est plutôt lui sans Marine. Et pourquoi? Comment? Pourquoi? Je peux vous demander pourquoi? Son programme, il est... Quoi? À Marine? Qu'est-ce qui vous dérange sur le programme de Marine Le Pen? Beaucoup de choses. Voici comment pourrait se résumer le quotidien d'un militant pendant cette période de campagne électorale. Car savoir essuyer sans broncher des refus pas toujours sympathiques fait aussi partie du job. Je pense que toute personne qui fait de la politique a besoin d'avoir ce recul, dans le sens où on est là pour écouter les gens, aller à la rencontre du peuple, et forcément, on est en démocratie, il y a des gens, chacun vote pour qui il veut et chacun a ses opinions. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, il y a des gens qui préfèrent aussi regarder chez eux à tête reposée, qui n'ont pas envie de discuter sur les marchés, qui préfèrent faire leurs achats ou être en famille. Mais après, on a quand même de bons retours sur le terrain. Pour Manon Desruem, cet engagement auprès de Marine Le Pen ne date pas d'hier. Du haut de ses 28 ans, elle a choisi de se consacrer corps et âme à sa candidate. La jeune femme sera d'ailleurs ce dimanche à Paris, au quartier général du RN, pour l'annonce des résultats. Oui, je pense vraiment que Marine peut gagner, et si le peuple vote, le peuple gagne. On est en 2022 et je pense que c'est vraiment le moment. Et ça peut être bien que ce soit une femme pour une fois, vraiment. Elle a toujours représenté en fait ce que j'aimerais connaître de la France, c'est-à-dire une France où on se sent en sécurité, où tous les Français ne sont pas méprisés, les Français qui puissent être traités à sur le même pied d'égalité si vous voulez. Et Marine pour moi c'est une femme forte, c'est une mère de famille, donc ça m'a aussi confortée dans mon choix de voter pour elle et de m'engager dans son parti. En 2017 à Aix-les-Bains, Marine Le Pen avait obtenu un score de 31,06% des voix le soir du deuxième tour. L'objectif pour tous ces militants est donc d'essayer d'inverser cette tendance. Il y a d'autres villes, 2 sous-préfectures où le Rassemblement national est arrivé en tête, où Marine est arrivée en tête, à savoir Saint-Jean-de-Maurienne et Albertville. Mais sur ce deuxième tour, effectivement, il va y avoir une question stop ou encore Emmanuel Macron. Encore plus de casse sociale, un carnage social qui est prévu avec la retraite à 65 ans ou stop avec une Marine Le Pen qui leur proposera de nouvelles choses, à savoir par exemple la proportionnelle pour que tout le monde soit représenté et puis une sauvegarde de nos retraites à 60 ans pour ceux qui ont commencé à 20 ans jusqu'à 62 ans progressivement. Place désormais aux résultats des urnes dans 4 jours. On saura alors aux alentours de 20 h si ce travail aura porté ses fruits. Et rendez-vous dimanche soir sur notre antenne, bien sûr, pour suivre les résultats de cette élection présidentielle dans nos pays de Savoie. Pendant ce temps-là, les vacances de printemps ont débuté pour les petits Savoyards. La même question trotte dans la tête de nombreux parents. Comment occuper les enfants pendant cette quinzaine? Le reportage qui suit pourra peut-être en inspirer certains. Le pôle culturel de la Turbine Science à Annecy a concocté un programme ludique pour petits et grands. En marge des expositions, des ateliers sont prévus tous les jours pour expérimenter, découvrir et en apprendre un peu plus sur les sciences. Manon Toiti a suivi une activité sur l'énergie. Regardez. Fabriquer sa propre énergie, comprendre comment elle se crée et se consomme, c'est l'idée d'un des ateliers proposés pendant les vacances à la Turbine. L'agenda est déjà bien chargé, tous les jours, des activités sont organisées pour découvrir les sciences tout en s'amusant. Le but des ateliers, justement, c'est de faire quelque chose de différent par rapport aux expositions. Là, on est dans le vraiment faire. Faut que les enfants créent, touchent, manipulent. Et du coup, là, ils vont découvrir, par exemple, comment on fait pour faire tourner une roue à aube, comment on fait tourner une éolienne, ce genre de choses. Donc, le but, c'est de leur donner l'envie de venir voir les sciences et de faire des sciences. Le but, c'est de découvrir qu'est-ce que l'énergie, comment ça fonctionne, et surtout présenter les différentes sortes d'énergie qu'on peut utiliser pour fabriquer de l'électricité. Donc, par exemple, le nucléaire, le solaire, et de comprendre comment ça se passe à l'intérieur des usines. Les vacances scolaires sont donc l'occasion parfaite pour les enfants de s'essayer aux expériences. Accompagnés de leurs parents, ils apprennent le fonctionnement des centrales électriques en les fabriquant eux-mêmes. Ils découvrent toutes les sortes d'énergie, leurs points positifs et négatifs. Et face à tant d'expériences, chacun a sa petite préférence. Moi j'aimais bien comme on faisait pour les barrages et aussi quand on tournait la manivelle pour faire marcher l'ampoule. J'ai bien aimé faire les expériences et aussi j'ai bien aimé le barrage. Pour les accompagnateurs, c'est aussi un moyen de se remémorer leurs cours de sciences et de passer un bon moment en famille. Moi, il y avait plein de choses que je ne connaissais pas. Les différentes sortes d'énergie, ce qui est renouvelable, pas renouvelable, les avantages et les inconvénients de chaque type d'énergie. Ça fait des bons rappels et ça fait une chouette activité à partager. Très intéressant ce côté un peu pratique, ça apporte un peu de pratique à la théorie qu'on puisse voir à l'école ou à la maison.
Donc c'est vrai que c'est très intéressant, puis c'est fait dans un cadre un peu convivial et puis un peu sympathique, quoi. Donc, et puis même nous, on apprend certaines choses sur les différentes énergies et les côtés positifs et négatifs de chaque énergie, quoi. 2 expositions sont actuellement en cours à la Turbine et il est possible de se préinscrire aux 3 ateliers proposés sur le site internet. Ils œuvrent pour la protection de l'enfance et l'insertion des jeunes. Nous recevons ce soir les représentants de 2 structures haut-savoyardes qui interviennent dans le domaine de la prévention spécialisée. Bonsoir messieurs, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Patrick Amar, vous êtes le directeur de l'association Passage et Guillaume Duprat, vous êtes responsable de l'établissement public départemental autonome de prévention spécialisée. Alors, j'ai donné beaucoup de mots qui peuvent paraître un peu savants ou difficiles. Est-ce que vous pouvez d'abord définir avec vos mots, pour nous, la prévention spécialisée? Qu'est-ce que c'est? Guillaume? La prévention spécialisée, c'est tout d'abord une mission qui est confiée par le conseil départemental, une mission de protection de l'enfance qui s'adresse pour nous sur le département pour les jeunes de 8 à 18 ans et qui repose sur des principes assez forts comme la libre adhésion, on pourrait dire la recherche d'adhésion des jeunes et notamment l'anonymat. Et un aspect essentiel, c'est aussi le partenariat. Je te laisse compléter. Non, alors c'est une intervention qui se passe à partir du domicile, du lieu d'habitation des gens. Il n'y a pas d'internat, il n'y a pas d'établissement. Notre terrain d'intervention, c'est la rue. Donc contact des familles, contact des populations, là où il y a une vie sociale, là où il y a l'animation en fait. Et c'est à partir de là où le travail se fait de manière collective ou individuelle. Donc la base, c'est là les verts. Concrètement, comment chacune de vos structures intervient pour donner un petit coup de pouce, si je peux le dire comme ça, à ces jeunes? Alors, en fait, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Il y a effectivement ce qu'on appelle le travail de rue, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont sectorisées sur l'ensemble du département. À nous deux, nous couvrons l'ensemble du département, où on va être là où les jeunes vivent, c'est-à-dire collège, école primaire, lycée professionnel, à la sortie des collèges, à l'intérieur des collèges, à l'écoute, en lien avec les chefs d'établissement, en lien avec les missions locales, en lien avec tout le dispositif de droit commun et tous nos collègues de l'enfance. Et à partir de l'étude familiale, on va essayer de comprendre un peu ce qui s'y passe quand c'est nécessaire et de proposer un accompagnement individuel afin de remédier aux difficultés qu'on aurait pu rencontrer, que chacun de nous peut rencontrer à des moments donnés, d'ordre d'éducation, sociale, médicale, affective, c'est très large. Hein. Et à partir de là, à partir du domicile, en gardant l'enfant dans son lieu d'habitation, on va entamer un travail avec eux. Quelle est la différence entre vos 2 structures, s'il y en a? Alors, la différence principale, c'est que nous, on a un établissement public. Et nous, on a une structure associative privée. Mais concrètement, vous travaillez ensemble sur le territoire? Depuis 40 ans, pas moi, parce que ça fait pas 40 ans que je suis ici. Moi non plus. Hein. Mais en fait, historiquement, vous avez ces 2 entités qui ont été créées dans le département, une associative et une publique, en fait. Et il n'y a pas beaucoup d'établissements en France où vous avez à la fois la fonction publique et l'associative qui travaillent ensemble. Les chantiers éducatifs, le dispositif des chantiers éducatifs de prévention Mont-Blanc sont des structures qu'on a montées en commun, en fait, à un moment donné, pour avoir 2 cultures professionnelles différentes, mais qui se complètent très bien sur le département. Et c'est une plus-value pour ce département, encore une fois. Vous êtes complémentaire aussi d'un point de vue géographique? Oui. Vous intervenez sur différentes zones? Voilà. Oui, donc, concernant les 4 bassins. Ouais. Donc le PDA intervient à Thonon-les-Bains, ville, et après sur l'ensemble de la vallée de l'Arve, de La Roche-sur-Foron jusqu'à Chamonix. Et côté passage. Et nous, on intervient sur Annecy, Fervert, Rumilly pour le sud. Ensuite, on remonte sur la commune de Saint-Julien, Ambilly, Garrière, Ville-Lagran. Vous avez évoqué les chantiers éducatifs. Alors, on les connaît bien à Huit-Mont-Blanc, on a déjà fait plusieurs reportages, mais pour ceux qui auraient loupé ces reportages, de quoi s'agit-il? Le chantier éducatif, c'est un dispositif qui date des années 99 à peu près, qui permet à des jeunes à partir de 14 ans d'être vers une découverte du monde professionnel. Donc c'est un vrai contrat de travail. Il y a quelques codes de prévention qui peuvent le faire par dérogation. C'est aussi un agrément qu'on a avec le ministère du Travail qui nous permet effectivement dès l'âge de 14 ans de proposer à des jeunes des chantiers éducatifs, donc un contrat de travail, un premier numéro de sécu pour beaucoup d'entre eux, un premier salaire, et puis avec vraiment une vie professionnelle qu'ils vont découvrir. Alors dans un cadre protégé, on est d'accord, ils sont mineurs, ils ne vont pas dépasser 14-15 heures de chantier par semaine, il y a certains chantiers qu'ils ne pourront pas faire en raison de leur âge, en fait simplement, mais c'est un vrai contrat de travail, une vraie découverte du monde professionnel. Et avant tout, ce qui prime, c'est l'aspect éducatif. Donc c'est du coup comment on va se travailler tout ça avec l'éducateur. C'est pas qu'une insertion dans le monde du travail, c'est vraiment un accompagnement privilégié aussi avec un éducateur
pour travailler par rapport aux problématiques ou à des difficultés que les jeunes peuvent rencontrer. C'est pour ça que c'est bien des chantiers éducatifs et qu'on défend ça sur le département. Alors on parle de ces jeunes, on va peut-être justement les écouter. Vous leur avez donné la parole dans une vidéo, vous avez recueilli leurs témoignages, ils nous expliquent notamment ce que leur apportent ces chantiers éducatifs. On écoute. Ça me plaît, j'ai envie de je rencontre des nouvelles têtes et je rencontre des nouvelles personnes, ça me plaît. Prendre de la confiance en moi aussi, de savoir faire des choses que je savais pas, que je pensais pas pouvoir faire. Volo, il nous en apprend tous les jours, quoi. Ça enrichit la culture en fait, c'est les rapports plutôt qui enrichissent l'expérience. Ça m'apporte beaucoup plus parce que je peux mettre dans mon CV le fait que j'ai travaillé jeune. Et le fait qu'on travaille et qu'on soit payé, je sais pas, ça enrichit un peu parce que du coup l'argent que tu vas récolter, tu te dis j'ai un peu trimé pour. Et du coup je pense que pour une première expérience c'est plutôt bien. J'ai découvert Swen, Thibaut, Volo et ça se passe super bien. On rigole bien, on travaille bien, ça se fait dans la bonne humeur. Donc moi je suis content d'aller bosser quand je me lève. On est un peu plus ouvert au monde aussi et c'est le plus important je crois. Être un peu plus ouvert au monde, c'est la parole qui attire un petit peu l'attention dans ce témoignage. C'est ça aussi votre but, d'ouvrir ces jeunes sur des perspectives. Mais ce qui est intéressant dans le témoignage, c'est ce qu'ils en disent en fait, vivre ensemble. Enfin, je suis content de venir travailler le matin, quoi. Enfin, c'est quand même pas banal, vu ce qu'il a, le premier travail en fait. Mais parce qu'à travers le travail, toute la vie sociale, le vivre ensemble, le partage, le travail, c'est pas que de la souffrance, de la douleur, c'est aussi du plaisir. Et à partir de 15-16 ans, leur dire aussi que le monde professionnel, on fait de belles rencontres et qu'on peut aussi construire autre chose que qu'on a l'image un peu, de fois pas très bonne du monde professionnel, à leur âge en tout cas, autour de domaines comme l'environnement. Enfin, là, ils étaient sur des herbages de plantes invasives en fait. Donc c'est intéressant aussi. Puis c'est la confiance qu'on leur accorde, je pense qu'ils retrouvent ça aussi. Donc du coup, c'est un espace où ils peuvent prendre des responsabilités, c'est-à-dire que des fois, ils vont faire des maîtrises, ils vont intervenir pour faire le devis. Et du coup, c'est aussi leur donner des fonctions de responsabilité et qui, souvent, malheureusement, on ne leur donne pas. Est-ce qu'ils sont nombreux en Haute-Savoie, ces jeunes qui ont besoin d'un petit coup de pouce ? En 2021, ils ont été plus de 1100 jeunes à bénéficier de ce dispositif sur tout le département, quoi. Voilà. Alors avec effectivement de véritables chantiers éducatifs, c'est pas l'occupationnel. C'est-à-dire qu'en fait, on a nous les communes, les bailleurs sociaux, je pense au Savoie Habitat, Alpan en l'occurrence, le département, tous ces organismes en fait ont forcément du chantier à faire. Quand on prenait les communes, l'entretien du cimetière aujourd'hui, ça se fait manuellement pour des raisons physiosanitaires. Donc ça fait que là, ce sont souvent les membres des communes qui peuvent effectivement désherber, entre autres. Donc c'est vraiment une vraie utilité sociale en fait. En même temps. Vous avez cité plusieurs institutions. Oui. Est-ce que n'importe quelle entreprise peut proposer un chantier éducatif ? Tout à fait. Voire même des particuliers à la marge, mais ça peut se faire. Oui, et puis je pense qu'il y a les autres établissements de protection de l'enfance aussi. Ceux qui ont de l'internat, des hébergements, de l'accueil. Pour le coup, là, on peut rénover par moment des appartements et c'est une vraie opportunité pour nous parce que c'est des chantiers qu'on arrive à avoir assez facilement et du coup, pour les jeunes, c'est des choses qu'on peut débloquer rapidement, ce qui, des fois, est vraiment pertinent. En fait, il y a deux types de chantiers, ce que dit Guillaume. Il y a les chantiers 14-16 ans, jeunes scolarisés, et on a les chantiers de plus de 16 ans pour les gens qui sont déscolarisés. Ces chantiers ont lieu toute l'année aussi. Mais ce sont des chantiers qui sont bien en amont d'un chantier d'insertion. Pouvoir se lever le matin, d'être à l'heure, de respecter le cadre professionnel. C'est des premières choses à travailler avant d'imaginer d'être vers un processus d'insertion. C'est même pour ça qu'on parle de chantier éducatif, encore une fois. Vous célébrez ensemble cette année 50 ans de prévention spécialisée sur le territoire. Est-ce que vous avez prévu des choses en particulier ? Oui, Guillaume. Oui, on a vraiment souhaité marquer cette manifestation. En fait, c'est les 50 ans de l'arrêté de 1972 qui un peu marque la reconnaissance de la prévention spécialisée. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un groupe de travail entre les deux structures qui réfléchit à cette organisation et on a prévu 4 journées en fait dédiées qui représentent les 4 territoires. Et le fil rouge, c'est quand même les jeunes, donc que les jeunes soient présents du début à la fin, que ce soit en tant qu'acteurs ou en tant que chantier éducatif pour faire la restauration ou d'autres choses. Mais c'est vraiment le fil rouge et on y tient à ce que les jeunes soient présents tout le long. Il y aura un film qui sera réalisé, il y aura des enregistrements audio pour qu'ils aient la parole et que ce soit aussi avant tout une sorte d'hommage, mais en tout cas c'est important qu'ils soient représentés tout au long, même si ce sera à destination des politiques, des partenaires, du monde éducatif et autres, mais n'empêche que c'est eux qui feront vraiment le fil rouge.
Patrick Camara, un petit mot, quelque chose à rajouter sur ces 50 ans ou d'autres projets? Je complète ce que dit Guillaume sur les 50 ans, avec l'idée de pouvoir en fait s'arrêter sur ces 50 années. Les départements de Haute-Savoie, c'est un des premiers départements à jouer cette carte de la prévention. D'autres départements l'ont quitté, ils sont revenus. Le département a toujours été fidèle depuis 50 ans dans l'émission de protection de l'enfance sur ces questions-là. Donc il y a un historique très riche et avec des pratiques qui sont développées. Les 50 ans, c'est les mettre en lumière en fait. Et aussi nous dire, et maintenant, on va vers quoi par rapport effectivement à ce qui se produit. Et en fait, tout est une opportunité pour nous, c'est-à-dire que là, il y aura la réalisation d'un film, les jeunes vont être associés, c'est-à-dire qu'ils vont aussi réaliser les interviews, ils vont peut-être participer au montage, donc en fait, c'est aussi une opportunité de célébrer cet anniversaire, en fait, de les mettre en valeur, de leur faire peut-être connaître des nouvelles choses, et du coup, c'est une occasion réelle pour tous les jeunes qui peuvent être accompagnés, de pouvoir avoir d'autres fonctions, de découvrir des choses. Donc pour nous, tout est toujours une question d'opportunité, en fait. Toujours. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous voir. On essaiera de suivre les 50 prochaines années de vos missions. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Ce journal touche à sa fin. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, le bulletin météo de Thierry Paulme. Place ensuite à Panorama, deuxième épisode de votre émission thématique consacrée cette semaine à l'école hôtelière de Thonon-les-Bains. Ce jeudi, vous retrouverez Marine Schneider au JT. Je vous dis donc à bientôt sur 8 Mont Blanc. Prenez soin de vous.